en dessous de 10 millions, en fait, autour de 10 millions, on va dire, t'es riche, t'es libre et t'as pas d'emmerde. En fait, lui, il le disait comme ça. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado 3.0. Nous sommes très contents de vous retrouver. Salut François, salut Christian, comment ça va? Salut, ça va bien. Et toi? Super, très bien, merci. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'argent et en fait, j'ai regardé une vidéo de Nomade Capitaliste. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, ça me parle pas. Non. Nomade Capitaliste, c'est une chaîne sur YouTube qui parle de beaucoup de comment sauver des taxes, donc en partant à l'étranger. Okay. Mais il parle de richesse en général. J'aime bien en fait son slogan, c'est un peu go where you are treated the best. Donc va là où tu es traité de la meilleure des façons. Moi j'aime bien le côté un peu voyage, tu vois, et un peu aussi comment il gère ses finances lui avec cette dimension internationale. Et il a fait un épisode qui m'a bien plu. Alors ça s'appelait, j'ai noté How much money do you need to be free? Et en gros c'est l'idée, en fait concrètement, beaucoup d'entre nous, je pense que vous si vous nous regardez, vous vous intéressez à la finance personnelle. Et vous devez avoir probablement en tête un objectif. C'est vrai qu'on pense souvent aux millions. Je pense que c'est un chiffre assez symbolique. Mais c'est un peu de ça que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'un million, c'est toujours suffisant? Et concrètement, qu'est-ce qu'on ferait avec ce million-là? Parce que c'est pas le tout de l'avoir. J'imagine qu'il faut l'investir. On va en discuter. Mais 1 million investi qui te permet du coup de vivre selon le style de vie que tu as aussi. Donc dans la vidéo, juste déjà pour donner quelques chiffres, j'ai regardé et la statistique la plus récente que j'ai trouvée, c'est le 2 avril 2024. Et on serait aujourd'hui 59,4 millions de millionnaires sur Terre. Quasiment 60 millions de millionnaires. 60 millions de millionnaires. Ok, sûr. Okay. Du coup, on est 8 milliards maintenant. On est 8 milliards, je crois, ouais. Okay. Et d'ici, sur la même étude, il disait que d'ici 2027, il pense qu'on pourrait atteindre le chiffre de 86. Donc 86 millions de millionnaires dans les 5 prochaines années, on va dire. Même pas dans les 3 prochaines années, en 2024. Donc, assez intéressant comme statistique. Donc, on voit vraiment qu'on a cette montée parabolique au niveau de la création de richesse. On voit que les riches s'enrichissent comme ils ne l'ont jamais fait. Et surtout depuis la pandémie, ça a extrêmement accentué, on va dire, ce côté-là. Et d'un autre côté, on voit la classe populaire qui a de plus en plus de problématiques. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant de discuter de tout ça. Ah oui, et puis ce que j'ai pas dit, sans grande surprise, les pays qui représentent le plus de millionnaires, donc c'est les États-Unis en numéro 1 et c'est la Chine en numéro 2. Donc ça c'est intéressant. En Europe, je pense que si on regarde l'Europe, c'est l'Angleterre, ensuite c'est la France et après c'est l'Allemagne. Je crois, quelque chose comme ça. Il faudrait revérifier. Alors dans la vidéo, il a parlé de 3 chiffres. Le premier, ça vient d'une vidéo de Kevin O'Leary. Je ne sais pas si vous le connaissez, le businessman canadien, vous l'avez sûrement vu sur YouTube. Lui, il parle, en tout cas, il a parlé dans une de ses vidéos du chiffre de 5 millions. Selon lui, il disait, voilà, à partir de 5 millions, bien investi, on peut vraiment stabiliser une belle vie, on peut prendre soin de soi, de ses proches, on peut voyager, on peut vivre bien correctement. Après, il prend un chiffre un peu plus extrême, un chiffre qui a été partagé par Andrew Tate, donc forcément un chiffre qui est aussi, on sait qu'Andrew Tate a un style de vie qui est beaucoup plus, on va dire, exubérant, donc forcément le chiffre est plus gros aussi. Lui parlait de 20 millions. Donc il disait qu'à partir de 20 millions, concrètement, ça fait plus de différence en fait. Si tu as 25, 30, 40 millions, concrètement, je crois qu'il disait à part si tu as un jet privé, puis tu as un yacht, et puis là tu commences vraiment à partir sur des grosses dépenses de riches, globalement, ça ne changera pas grand-chose en fait. Donc pour lui, c'était 20 millions l'objectif. Et puis dans la vidéo justement de Nomade Capitaliste, il conclut en donnant un chiffre qui est utilisé dans le milieu des banques. Et l'expression, c'est un ultra high net worth individual, donc vraiment les individuels qui ont le revenu le plus élevé, ultra high, et le chiffre, c'est 30 millions. Voilà, donc 30 millions, à partir de là, tu rentres dans le 0,01%, c'est peut-être même moins que ça, dans la population. Et puis bien sûr,
le sujet de la vidéo, c'est quand est-ce que c'est assez. Donc voilà, on peut peut-être commencer par un petit tour. Christian, tiens, qu'est-ce que tu en penses déjà si je te dis ces chiffres-là, est-ce que toi, tu as un objectif personnel? Puis comment tu mets tout ça en perspective? Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs éléments. Je pense que déjà, ça nécessite d'avoir une vision claire. On en avait parlé un peu avec le Fire Number, mais c'est qu'est-ce que je veux déjà, moi, pour moi, dans ma propre vie, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Et après, à partir de là, eh bien, quel capital j'ai besoin pour concrétiser ce projet, pour le rendre tangible? Et je pense que l'argent, en effet, ça peut être un accélérateur, etc. Je veux vraiment mettre aussi un point en évidence, pour moi, je distingue deux choses qui sont quand même très liées. On peut, je pense, avoir un mindset qui va nous amener à être riche d'une certaine façon, même si les faits ne le prouvent pas encore. Et en même temps, on peut être millionnaire, mais pas être riche d'une certaine façon. C'est-à-dire que factuellement, on va être riche, mais potentiellement, la personne, si elle n'a pas le bon mindset, elle va vite perdre cet argent. La vraie question, c'est comment je me positionne et est-ce que je suis en phase avec un alignement entre ce que je veux et ce que j'ai. Je sais pas si je suis clair là-dessus. Parce que j'ai vu des personnes avoir beaucoup d'argent, bien plus que moi, mais quand je pouvais voir leur façon, leur attitude, il y avait la peur de manquer, il y avait une attitude qui était pas dans l'abondance, voilà, c'est ça. Je pense que quand on possède quelque chose en grande quantité et qu'on considère qu'on a réussi d'une certaine façon dans ce domaine-là, il y a deux choses qui me semblent incontournables. C'est la gratitude. Je pense qu'on est reconnaissant envers ce bien. Et si on n'a pas de gratitude, ça veut dire que ça n'a pas de valeur à nos yeux. Et il y a également cet élément de générosité parce que on donne ce qu'on pense avoir en grande quantité. Et je pense que les deux sont importants à valider. Ça peut être du temps, ça peut être plein de choses, mais là, si on parle de l'argent, ça serait en lien avec l'argent. Donc après, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment pris le temps d'arrêter un chiffre, mais c'est vrai que je pense que déjà avec 1 million, ça donne quand même une bonne perspective pour pouvoir concrétiser quelque chose. Déjà un premier rêve. Je pense que on peut déjà être heureux même sans avoir atteint ce chiffre-là et commencer à mettre des choses en place. Et je pense que c'est surtout le chemin, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans plein d'épisodes, qui va vraiment faire la différence. Et c'est pas forcément quand on aura atteint ce million-là que ça y est, tout va être magique, etc. Donc voilà, moi je dirais, pour ma situation personnelle, ça peut être un premier objectif. C'est symbolique et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en ferait de ce million? Ça, on va y venir dans un second temps. Ouais. Déjà, on va essayer de voir les objectifs. Parce que tu vois, si on prend par exemple Charlie Munger, il disait tes 100 premiers 1000, c'est les plus difficiles à aller chercher. C'est une bitch, il disait, et il dit, tu dois vraiment, tu fais tout. Tu te sacrifies, tu serres la ceinture, tu fais tout ce que tu peux pour atteindre le plus vite possible ce 100 premiers 1000. À partir de là, tu peux commencer à relaxer un peu et ça va bien partir parce que l'effet composé commence à être vraiment visible quand tu as 6 chiffres. Okay, et une autre citation que j'ai souvent entendue, c'est quand tu as réussi à atteindre ton premier million, c'est le plus difficile. Le deuxième million est inévitable. Donc, sous-entendu que quand on a déjà 1 million, c'est automatique en fait. Vu que ton argent est double tous les 7 à 10 ans sur les marchés, là je parle d'un truc bien pépère, t'achètes le SP500, concrètement, si t'as pas 70 ans quand tu touches ton premier million, tu devrais être chill, quoi. Tu vas avoir ton 2 millions, voire 4 millions, ça continue, tu vois. Et là, l'effet boule de neige, il devient vraiment impressionnant. Donc, c'est plus pour essayer de discuter un peu ces ordres de grandeur-là. Et est-ce que 1 million fait toujours sens, en fait? Parce que j'entends de plus en plus avec la crypto des gens qui deviennent millionnaires. Alors, est-ce que du coup, plus il y a de millionnaires, plus ce chiffre-là, du coup, doit être revu à la hausse? Ou est-ce qu'il reste toujours valable de toute façon parce que la plupart des gens n'ont pas ce chiffre-là sur leur compte? François, t'en penses quoi? C'est pas mal de réflexions. Ce que disait Christian était super intéressant. Je pense que, en effet, il y a un truc qui est important à prendre en compte, c'est que le cerveau humain, il est plastique. Et donc, il s'adapte à ce qu'on lui donne. Donc, je pense que la problématique, déjà, c'est si tu me poses la même question quand j'ai le million, je te répondrai certainement pas la même chose. Maintenant, tu vois, la réflexion que tu me dis avec, en effet, il y a de plus en plus de millionnaires, me fait dire que oui, le million, c'est peut-être pas forcément le truc le plus impressionnant, hein. Après, il faut pas non plus cracher dans la soupe. Je pense qu'avec 1 million, on peut, comme disait Christian, faire beaucoup de choses. En fait, moi, je vois la liberté financière déjà avec le million. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on n'est pas le plus riche, mais je pense que la liberté financière, tu peux te l'acheter avec 1 million si c'est bien positionné. Tu peux vivre. Alors, tu vas pas vivre, encore une fois, avec un avion privé ou encore un yacht, mais tu vas avoir quand même la capacité
de vivre bien mieux que la majorité des Français. Ce En qui est quand automatique. même un pays et en automatique, ce qui est quand même un pays où on vit bien. Donc ouais, c'est quoi le pourcentage, par exemple? Combien, quand tu investis, peut-être redonner ces chiffres-là, Ouais, combien tu peux générer en passif sur un investissement posé, quoi? Pour moi, aller chercher 5%, c'est quand même le minimum. 5%, je veux dire, en immobilier, 5%, c'est pas très compliqué à aller chercher. Donc avec 1 million, on arrive à faire quand même un petit peu d'argent, 50 000 $. Donc 50 000 par année, c'est vrai que c'est, on va dire, si tu dépenses 50 000 par année, t'es bien quand même. T'as un confort de vie qui je veux dire, qui est t'as intéressant. encore... je veux dire, si peut-être que tu as un travail que t'aimes, qui te fournit un salaire, donc en plus de ça, ça peut te rajouter de l'argent. Alors c'est sûr que les 50 000, il y aura de la taxe, hein, tu vas être taxé potentiellement aux alentours de 30%, on va dire, en France. Après, il y a des pays qui sont plus cléments, donc c'est sûr que tu peux aller là où tu as envie d'aller pour éviter d'être trop taxé, là où tu es traité le mieux, comme tu disais au début. Donc oui, je pense que 5%, c'est le minimum. Je pense qu'en réalité, on peut faire assez facilement 10%. Tout dépend en fait de l'inflation et de son taux de l'inflation, puisque plus l'inflation est haut et plus on peut aller chercher aussi des rendements hauts. Et en fait, l'objectif, c'est à minima de battre l'inflation et de récupérer 3-4% au-dessus de l'inflation. Je dirais que c'est quelque chose qui est jouable. Ce qui doit faire peur, peut-être, c'est les années de correction. Parce qu'on ne peut pas générer 5% de façon chirurgicale à chaque année. Alors oui, tu as raison, il y a les dividendes, il y a des loyers. Dans l'immobilier, tu peux assurer un revenu stable. Ouais. Alors, est-ce que du coup, c'est ça le secret? Ou mettons pour les gens, parce que, en tout cas, moi, il y a pas mal de personnes que je suis qui sont millionnaires et qui n'investissent pas nécessairement dans l'immobilier, ou alors ça va être par le biais des ETF ou ce qu'on appelle de la pierre papier. Comment tu fais? Est-ce que tu devrais avoir un coussin de sécurité pour pouvoir... c'est quoi on peut s'attendre à peut-être une correction importante tous les 10 ans? Je ne sais plus, c'est à peu près ça? Ouais, les cycles, tous les 5 ans? C'est 4 à 8 ans. En fait, tu as des petits cycles dans les grands cycles. 8 ans, 10 ans, c'est les grands cycles, enfin les moyens grands cycles. Parce qu'après, tu as les grands cycles. Ouais. T'as les cycles de 50 ans. Là, d'ailleurs, on n'est pas à la fin d'un grand cycle, d'ailleurs. Si, normalement, prévu pour 2026-2028, quelque chose comme ça. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Ça fait quand même 80 ans que le dollar Petite parenthèse existe, quand même, là, mais on a eu, nous, à Montréal, là, l'éclipse totale. Puis, 2-3 semaines plus tard, on a des aurores boréales, mais je pense que vous en avez eu en France aussi. D'ailleurs, au niveau de ce qui se passe dans l'univers, là, il y a quand même, ça nous dit que c'est une année un peu charnière. Là, j'ai l'impression qu'il se passe plein de trucs. Si maman était là, parlé. Ah ouais, elle va sortir elle te sortira sa boule de cristal, t'inquiète. son pendule et tout. Mais on est sur l'année 8, Christian, tu disais, l'année de richesse et tout. En tout cas, je trouve ça intéressant au niveau cosmique. J'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses. Alors, bon, en tout cas, petite parenthèse fermée. Donc, toi, tu dis que si je reviens sur ton chiffre, 1 million, on est bien, on peut aller chercher un 5% assez facilement, un 10% si on creuse le truc et qu'on est capable un petit peu de prendre plus de risques, d'aller chercher des stratégies plus rentables. Et je pense que si on a envie d'aller plus loin et qu'on se dit 1 million, c'est pas assez, parce que je veux laisser aussi à ma famille, je veux pas juste penser à moi, je veux penser aussi à mes amis, à ceux qui m'entourent, à mes parents, je veux mettre la daronne à l'abri et tout ça, la daronne et le daron. C'est sûr que là, en effet, on peut aller chercher peut-être un 15%, 20%, et puis c'est jouable. Va falloir faire d'autres choses, va falloir peut-être investir dans de la private equity, va falloir prendre des risques plus élevé, va peut-être falloir faire de l'entrepreneuriat, créer ses propres boîtes si c'est possible. Je pense qu'en effet, je dirais que c'est à partir de 10 millions où là, t'es vraiment... je pense que là, tu t'es sécurisé toi et ta famille. C'est intéressant parce que, alors là, tu parles du risque. Kevin O'Leary, justement, j'ai retrouvé la vidéo qui est mentionnée dans la vidéo originale là, que je vous ai parlé tout à l'heure. Et en gros, il a un peu cette approche que sur son 5 millions, c'est vraiment le chiffre que tu veux sécuriser parce que derrière, ça va générer des revenus qui font que tu es tranquille. Puis même, tu disais tout à l'heure, tu peux avoir un taf, mais demain, le taf te plaît plus, tu peux quitter, tu te poses plus de questions. Donc d'une certaine façon, tu es libre. C'est un peu l'idée là de combien d'argent on a besoin pour être libre. Tu es déjà libre, même si tu veux continuer de travailler, c'est chill, c'est ton choix. Et en gros, il dit que, donc au début, tu dois prendre des risques pour que ton capital, si tu viens d'un capital qui est modeste, pour monter ce chiffre-là. Et ensuite, quand tu arrives vers cet objectif, tu dois le sécuriser. Et après, tout ce qui est excédentaire à ça, à nouveau, tu peux reprendre des risques.
Parce que du coup, bah, t'es tranquille, tu vois, c'est du bonus, entre guillemets. Et ce 5 millions-là, bah, après, si tu, je sais pas, tu vas chercher 6 millions, bah, t'as 1 million où tu peux reprendre du gros risque et tu peux aller chercher de la grosse renta pour peut-être après tendre vers le 10 millions, comme tu disais, ou même plus, tu vois. Ouais, et puis je vais quand même être un tout petit peu plus précis, parce que c'est vrai que là, je faisais le calcul dans ma tête. Par exemple, avec l'immobilier, ce qu'on oublie, c'est l'effet de levier qu'on a de la banque. Donc, en fait, t'as un effet de levier à peu près de x10, on va dire, pour donner un chiffre. Donc, sur 1 million, si tu dis, bah vas-y, je vais placer, je sais pas, 100 000, c'est pas énorme, c'est 10% finalement de son capital. C'est pas si dingue, hein, on peut faire d'autres choses à côté. Bah en fait, je vais pouvoir aller chercher 1 million en IMO. Et donc, en fait, on va réussir à générer, si on fait quelque chose de correct, on va dire 10%. On était entre 5 et 15 tout à l'heure, on va se mettre à 10. Bah du coup, tu vas faire 100 000 tous les ans avec ton immobilier. Alors c'est sûr qu'au début, ça va juste rembourser ton prêt, mais dans 20 ans, ça te générera 100 000 balles tous les ans, avec inflation corrigée bien sûr. En fait, on se rend pas compte à quel point, avec 1 million, on peut rapidement, comme je disais, devenir libre financièrement. C'est sûr que si on se positionne que sur la bourse, ou juste sur des actions à dividendes à 4-5%, on peut être juste à 1 million. On peut se retrouver un peu réduit, limité sur ses dépenses, et en fait on pourrait même avoir cette peur du manque, de se dire bah en fait je génère quelque chose que je dépense au quotidien, et donc en fait je fais plus grossir la machine, et donc ça je pourrais l'entendre d'une personne me dire ah bah finalement 1 million c'est un peu juste. On est bien d'accord, hein, c'est lunaire comme conversation pour quelqu'un qui gagne un SMIC, mais en tout cas le million est atteignable par quelqu'un qui gagne un SMIC, ça j'en suis sûr, et ça on se le dit pas assez. C'est-à-dire que les 100 000, je suis totalement d'accord avec Charlie pour le coup. RIP, On le salue en passant, c'est pareil, ouais. Et passer de l'autre côté. Et ouais, les 100 000, c'est sûr que c'est le plus compliqué. Parce que, bah, tu vois, j'avais la conversation là, il n'y a pas si longtemps avec papa. C'est compliqué qu'en fait, tu as un mindset de salarié et que tu gagnes 1500, 1600 euros par mois, que tu as une famille à charge, que tu as des enfants, de te dire, bah en fait, je vais économiser pour essayer d'aller risquer finalement cet argent en plus sur les marchés ou aller le faire fructifier. On se rend compte qu'en fait, c'est vraiment pas évident à la personne de se dire, mais c'est pas. Enfin, je vais pouvoir mettre quoi, 50, 100 euros de côté, mais je lui dis, mais 50, 100 euros de côté, c'est très très bien. Rien que ça, déjà, investi correctement, au bout de 20 ans, ça fait quelque chose. Alors c'est sûr qu'on parle plus au bout de 20 ans dans cette situation-là, mais n'empêche que s'il y avait plus de personnes qui le faisaient, bah en fait, beaucoup de gens le font, et c'est ce que je disais d'ailleurs à papa, beaucoup de gens le font, mais ils le font mal, ils le font en le mettant sur un livret A. Vous vous rappelez des stats ? Actuellement, il y a 6 000 milliards d'euros en épargne chez les Français, qui sont positionnés sur soit du fonds euro, soit du livret A, quoi. C'est une aberration, c'est n'importe quoi, c'est pas logique en fait. Le truc, c'est que le pire, c'est que c'est malin, quoi. C'est je vais épargner, je vais prévoir les coups durs, je vais penser en fait à ma famille, je veux pas prendre de risques. Et donc du coup, c'est super malin de faire ça. Et en même temps, c'est comme si je me posais la question, mais qu'à moitié. C'est une mentalité d'après-guerre, j'exagère peut-être, faudrait regarder, je crois que c'est plus les années 50, 60. Mais ouais, les enfants des parents d'après-guerre. À un moment donné, tu vois, les gouvernements payaient bien, en fait, tu vois. J'ai un collègue qui bossait dans la finance, puis il me disait que sa sœur... Attends, c'était quoi le délire ? Mais on avait une inflation de bâtard. Hein. Je crois que c'était 16% d'inflation qu'il m'a dit à l'époque, et qu'il avait des bons du gouvernement canadien, et ça lui rapportait plus que 10% par année, tu vois. Tranquille, sans rien faire. Donc en fait, je pense que c'est une mentalité qui est transmise, et ça c'est un truc que j'avais vu à un moment donné que je trouvais super intéressant, qui disait quand en fait chaque génération va avoir ses opportunités, ce qui a marché pour toi, t'es tenté de le répéter aux autres, parce que t'es comme hey, j'ai trouvé comment ça marche. Comme nous on est là, on prêche pour la crypto, mais peut-être que la crypto ça sera 0 dans 30 ans, tu vois. Ouais, c'est ce que disait et nous on dira à nos enfants, c'était Morgan Housel, ça. C'était Morgan Housel. Ouais, je pense que c'était dans ce livre-là. On avait fait un épisode là-dessus. D'ailleurs, on vous invite à aller le voir si le sujet de la finance vous intéresse, parce que c'est un très très bon livre. Donc, on avait fait un épisode où on en parlait un petit peu plus. Mais c'est intéressant. Donc, du coup, ce que nos parents nous ont transmis en fait comme notion par rapport à l'argent et à l'investissement, de base, il faut partir du principe que c'est plus valable. Ça peut être un point de départ. Il peut y avoir des valeurs et tout ça, hein, ça ne remet pas en question. Mais ça ne sera peut-être pas la meilleure stratégie. Et ce que nous, en fait, tu es obligé de bâtir ta stratégie tout seul. Parce qu'il n'y a personne qui peut te le dire. Ceux d'avance, ça ne marche plus. Le marché, il change tout ça. Donc, ouais, c'est super intéressant. Donc, toi, tu penses qu'un smicard peut aller chercher 1 million. Et donc, du coup, si je reviens à ce que tu as dit avant, avec 1 million, normalement, on est correct. Ou non, c'était Christian qui disait ça. Et toi, tu disais 1 million, mais idéalement jusqu'à 10 millions. Donc, en gros, tout le monde pourrait aller chercher, selon vous, cette liberté. Je pense à 1 million, oui. 10 millions, plus compliqué, parce que là, après, il faut jouer un autre jeu.
Mais le million, ouais, je pense que tout le monde est capable, surtout avec notre siècle. C'est-à-dire que je t'aurais peut-être pas dit ça il y a 20 ans, mais avec tout ce qu'on a imprimé comme argent, ouais, avoir 1 million, je veux dire, il y a un débasement de la monnaie qui est important quand même aussi. Bah, je reviens sur ce que j'avais dit, mais peut-être différemment. C'est cette idée, en fait, que ce qui va se refléter à l'extérieur est très lié à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, bien souvent, en fait, des personnes qui vont avoir une situation qu'on pourrait qualifier de pauvre ou précaire, si on regarde et qu'on questionne ces personnes-là, il y a des chances que dans leur modèle, dans leur vision du monde, il y a une vision de pauvreté, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont pas forcément imaginer toutes les possibilités de générer, en fait. Quelqu'un qui a vraiment cette vision de l'abondance, que bah s'il y a plus de parts de gâteau, on peut créer un nouveau gâteau, etc., qui a une vision beaucoup plus ouverte, il va être beaucoup plus en capacité à aller générer cet argent. Ce qui fait que, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'effet composé, c'est-à-dire qu'en effet, plus on va avoir d'argent, plus ça va être facile d'en générer, on en a parlé, le capital, c'est vraiment la clé. Mais au-delà de ça, je pense qu'après, quand on a atteint 1 million, comme tu disais Julien, on atteint plus facilement le second million. Pourquoi? Je pense parce que ça doit débloquer des choses. Et je pense qu'il y a clairement des plafonds de verre qu'on se met parce que, voilà, peut-être notre entourage n'a jamais généré ces chiffres-là ou on connaît pas forcément des personnes, etc. Du coup, on se bloque, on se limite nous-mêmes. Et une fois qu'on a atteint ces plafonds, qu'on les a dépassés, ça ouvre des portes. Et moi, je retiens deux choses. Les personnes que je suis m'ont ouvert les yeux là-dessus. Je pense qu'il y a deux éléments essentiels. C'est la connaissance. Donc, c'est-à-dire être formé sur le sujet, là en l'occurrence les cryptos, mais ça peut être l'immobilier, etc. Donc, développer son éducation sur le sujet, ou même l'argent de façon plus globale. Et c'est pas suffisant, à ces connaissances-là, il faudrait y ajouter l'information. Quand je dis information, typiquement, bah là, c'est se tenir informé, je sais pas, des prochains lancements, ou sur la crypto-monnaie, ou ça peut être quelle narrative est en cours, etc. Et quand on a cette connaissance qui est plus globale, plus fondamentale, alliée à ces petites informations, si on fait le parallèle dans l'immobilier, ça serait pareil. François, t'as acquis des connaissances profondes, tu sais estimer les coûts de travaux, etc. T'en parlerais mieux que moi. Mais après, si t'as des informations sur le marché, comme tu parlais du marché blanc ou je sais pas quoi, et que t'arrives à aller chercher ces petites informations-là, les deux cumulés, si j'ai que l'information mais que j'ai pas les compétences pour gérer cette information et en faire quelque chose, ou si j'ai que la connaissance mais pas l'information, il manque quelque chose. Et réunir ces deux choses-là fait que je pense que oui, un smicard avec une vision et un pourquoi, il peut soulever des montagnes. Il faut qu'il relie aussi finalement ce million à quelque chose de fondamental pour lui, parce qu'encore une fois, on va troquer l'argent contre quelque chose qui a de la valeur pour nous. Donc si à un moment donné, comme nos parents avaient beaucoup plus la valeur famille, bah dès qu'ils avaient un peu d'argent, c'était pour nous faire plaisir tous les trois. Et donc pour eux, si on leur dit bah je te donne 1 million ou je t'enlève tes enfants, qu'est-ce qu'ils prennent? Bah ils nous prennent nous en fait, parce que ça a plus de valeur à leurs yeux. Donc en fait, ils sont déjà riches d'1 million, mais pas d'1 million d'euros, 1 million d'autres choses. Donc où est-ce que nous on met la valeur dans les choses? Moi aujourd'hui, je la mets beaucoup dans le sport, dans la santé, etc., dans les investissements, dans notre boîte, dans notre projet Trilem, et c'est ça en fait qu'il faut déterminer. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Christian, c'est super important parce que c'est pas parce que vous aurez le million sur votre compte en banque que vous serez heureux demain, quoi. Ah, c'est clair. Ça change rien, c'était le début de ma réflexion sur la plasticité du cerveau. Moi, je vois bien que quand j'avais quelques milliers d'euros sur mon compte en banque, ou maintenant que j'en ai pas très loin de 100 000 à peu près de patrimoine net, au final, je vois pas beaucoup la différence. Je l'ai senti au début, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, et genre maintenant j'ai redescendu et j'ai l'impression d'être la même personne qu'avant, c'est-à-dire que j'ai les mêmes peurs, les mêmes doutes. Alors oui, j'ai peut-être un petit peu moins de stress, mais malgré tout, la fin du mois, je la réfléchis quand même. Ouais, non, mais tu vois, c'est drôle de ce que tu disais, Christian, par rapport aux dépenses. Où moi, je sais que j'ai un peu la peur du manque. Et je te donne un exemple qui arrivait pas plus tard qu'hier. On est allé acheter une poêle à pancakes, tu vois. Puis, ça coûte 15 balles une poêle à pancakes. Elle était en rabais. On devait acheter aussi un truc pour gratter le barbecue, tu vois, c'est la saison. Et ça m'a coûté 20 piastres. Une dépense qu'on partage en plus avec ma blonde. Et ça m'a fait chier en fait. Ça m'a fait fucking chier de dépenser donc 10 piastres là-dessus, parce que pour moi, ça... Bon, après, je me dis, ouais, mais barbecue, c'est des bons moments, famille, j'aime bien manger, tout ça, donc j'arrive à me convaincre. Mais en vrai, à la base, ça m'a fait tellement chier, alors qu'on s'entend, je suis capable de dépenser 20 piastres. Je peux largement me le permettre. Mais c'est pour dire, et ça m'a fait penser que ton cerveau, quand il est câblé à toujours faire attention aux dépenses,
parce que moi, ça a été une des étapes pour vraiment aller chercher le premier 100 000. Tu vois, moi, j'ai appliqué à la lettre ce qu'a dit Charlie. Tu te sacrifies, je me suis sacrifié comme un malade. Mais du coup, quand tu as ton 100 000, il faut aussi que tu apprennes à relâcher la pression et profiter. Sinon, tu fais tout ça pour rien. C'est cool de faire 1 million, mais c'est le chemin qui est cool. Moi, c'est pour ça, je fais pas le million le plus rapidement possible. C'est sûr que moi, j'ai ma vision de mon million. J'ai mes projets et j'ai envie de les voir s'épanouir, mes projets. Et c'est ça, moi, qui me fait plus kiffer. Je pense même pas au fait de faire le million. Je kiffe mes projets et puis si tout va bien, normalement, l'argent que j'ai mis sur mes projets, ça devrait le faire et ça devrait m'amener au million. Donc c'est le chemin qui est le plus important, encore une fois, je pense. C'est clair. Et puis le sens, en fait. J'aime beaucoup cette idée que la douleur, elle entraîne la souffrance quand on n'a pas digéré cette douleur, en fait, quand on la ressasse. Et quand, en fait, il n'y a pas de sens, une douleur sans sens, ça génère de la souffrance. Si tu sais pourquoi tu mets cet argent de côté, ça va faire mal, mais ça va prendre tout son sens parce que tu l'as relié à quelque chose. Moi, je vois dans le sport, des fois, il y a des jours, ça fait mal, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je me prends la tête? Je suis sous ma presse et tout, j'en chie comme un fou. C'est douloureux, quoi, ça fait mal. Le cerveau, il dit, stop, arrête, ça serait tellement mieux, tu lâches les poids et tu te laisses aller. Juste prendre une bière en terrasse. Mais non, pas forcément une bière, tu vois, parce que voilà, ça m'inspire pas, mais par contre, ouais, ça donne du sens parce que voilà, ça me parle et je sais que derrière ça va être tellement bien, je vais être plein de dopamine, plein d'excitants et je vais me sentir tellement posé avec la sensation d'être vivant, voilà. Donc c'est le sens qu'on y attache aussi qui va permettre mais on le voit, hein, les femmes quand elles accouchent, enfin voilà, j'imagine que ça doit être hyper douloureux. Mais encore une fois, si on met du sens sur quelque chose qui peut être vraiment douloureux pour quelqu'un justement qui a pas accordé de sens à ça, il est pas capable de l'expliquer en fait, d'expliquer pourquoi il y a ça et donc du coup il l'a subi en fait. Donc ça c'est intéressant de faire ce parallèle peut-être aussi avec l'investissement, le fait d'épargner, etc. Ouais, puis j'aime bien, on a utilisé l'expression dans le fond faire 1 million. Peut-être aussi c'est un des takeaways de toute cette discussion, c'est de dire que c'est pas d'avoir 1 million, mais c'est de faire 1 million. Parce que la différence entre les deux, c'est que si c'est toi qui l'as fait, c'est le mindset qui vient avec, en fait. Après, donc, tu sais que tu peux le refaire. Exact. Donc, si je airdrop 1 million sur le compte de quelqu'un qui n'a pas la connaissance, qui se rend de SMIC à ça, il ne sera pas donc libre, qui est l'objectif, comme on le disait. Hein, je l'ai entouré sur ma feuille. Tu ne le seras pas nécessairement. Alors que si tu as fait ton million, on est factuellement sur le même chiffre, mais sur le deuxième scénario, la personne s'est rendue là. Donc, elle a, d'une certaine façon, acquis sa liberté. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, j'ai une petite question qui me vient, parce que j'avais regardé sur, je crois que c'était sur X, quelqu'un qui disait, ouais, imaginez, on serait tous millionnaires et tout, comment ça serait et tout. Et j'ai vu, il y a quelqu'un qui a répondu, qui a dit, en fait, t'achèterais ta baguette de pain 100 €. Comment ça se passerait, en fait, sérieusement? Parce que le fait que quelque chose qui était à la base d'une certaine rareté, les millionnaires d'une certaine quantité, si tout ça augmente et que finalement on est rendu tous millionnaires, ça veut dire que d'une certaine façon l'argent a moins de valeur et donc tout augmenterait en fait, ou comment ça se passerait? T'aurais une dévaluation de la monnaie. En fait, ta monnaie, elle fait banqueroute. C'est ce qui se passe, je pense, avec la livre turque par exemple, là où on a une hyperinflation actuellement. Okay. Maintenant, l'argent vaut quasiment plus rien. Pourtant, le pays, c'est encore correct parce que t'as quand même des entreprises en Turquie qui sont encore présentes et qui font de l'argent, en dollars. Que si tu détiens des actions turques, typiquement, c'est correct. Mais par contre, si tu as de la livre turque, t'es pauvre maintenant. Donc non, en fait, ce qui se passe, c'est ta monnaie, en fait, elle s'efface. Puis tu as une nouvelle monnaie qui apparaît. Hein. Ton pays fait banqueroute et puis c'est reparti. Hein. C'est ça. En fait, quand tu étudies la monnaie, c'est là que c'est super intéressant. Si on pourrait être dans un modèle de non-croissance, en fait. On pourrait être dans un modèle de ça fonctionne et tout le monde se contente de ça. Et à ce moment-là, on pourrait tous être millionnaires, puis ce serait bien correct. Dans le fond, ce serait plus une répartition des tâches et des métiers qui sont importants, parce qu'il y a des métiers super importants, qui sont d'ailleurs pas les métiers les mieux payés, hein, quand ils pensent, c'est ça la folie de notre siècle. Il y a des médecins qui sont très bien payés, tout ça, mais il y a des traders qui sont mieux payés encore. Et traders, concrètement, oui, on peut trouver des justifications, mais c'est moins utile, à mon avis, que un enseignant, tu vois, ou même un fermier, tu vois, qui va récolter les fruits qu'on va tous manger. Donc, il y a cette idée-là. Mais vu qu'on n'est pas dans ce modèle-là, on est plutôt dans un modèle justement
où on crée de la monnaie, donc on est tout le temps dans cette recherche de la croissance, ben, la croissance nulle, je parle même pas de décroissance, hein. La croissance nulle, ça fait peur en fait, sur la base du modèle qu'on utilise et sur les chiffres que nos politiciens regardent. Donc si tu es à zéro, ben, ça marche pas, on est en récession, tu vois, quasiment. Donc à ce moment-là, on va toujours vouloir de la croissance, de la croissance, de la croissance, de la croissance, donc on va tous se comparer les uns aux autres, et en fait on est dans une course effrénée où tu dis, bon, tu vas en parler de l'inflation, il faut faire mieux que l'inflation. Et après du coup, il faut faire mieux que ton voisin. Parce que il y aura des pauvres pour servir les riches. Si tout le monde est riche, ça marche plus. Il y aura des plus riches de plus riches et les moins riches des riches seront au service des plus riches. Tu auras toujours ce système un peu pyramidal, on est coincé là-dedans. Après, en plus, et je pense qu'en vrai, ça vient aussi du côté de la mondialisation. Parce que forcément, avec la mondialisation, en plus, tu as de l'arbitrage qui se fait entre pays. Donc, les pays qui étaient où ça pouvait bien fonctionner, mais on va dire que le coût de la vie était beaucoup plus bas en comparaison. Des gens, ils ont vite vu le truc. Ils ont dit, OK, vas-y, en vrai, dans mon pays, je suis correct. Mais si je vais là-bas, je suis riche parce que j'ai un pouvoir d'achat de malade mental. Donc, j'arrive. Et puis après, le mot a passé. Tu as eu ce phénomène un peu de gens qui sont venus. Et ensuite, ça fait monter les coûts. Parce que les gens, ils disent, attends, mais est-ce que je continue de vendre mon sandwich 2 balles alors que les gens sont prêts à payer 10 ? Vas-y, on va augmenter. Et du coup, les gens qui habitaient là et qui ne gagnaient pas cet argent, eux, ils sont coincés. Donc, comment ça marche, tu vois ? Et c'est tout ça, en fait. C'est tellement complexe comme problème que... en tout cas, moi, à titre personnel, pour ne pas devenir fou avec ça, parce que vraiment, tu peux vite tomber dans une dépression, en fait, hein, même si tu t'intéresses beaucoup à ça. Je pense que c'est faire de son mieux. Je reviens aux accords Toltec, mais faire de ton mieux, t'informer. La connaissance, c'est au moins tu comprends un peu le jeu qui se joue et après, bien garder en tête tes objectifs, effectivement. François parlait de ses projets, que ce soit tes projets de vie, tes projets, peu importe, professionnels, et essayer d'être smart, d'être wise avec tes investissements, parce que tant qu'à faire, vu que la game c'est ça, vu que les règles c'est ça, moi si on m'a pas demandé mon avis quand on a fait les règles, j'aurais fait des règles très différentes, mais c'est ça les règles, donc je vais les apprendre et je vais jouer avec, et tout en étant conscient que ça sera malheureusement au détriment de certaines personnes, on va pas se mentir, c'est un jeu à somme nulle. C'est les gens qui gèrent mal leur crédit, qui payent des intérêts de malade mental, qui font que moi j'ai des bonus quand j'utilise ma carte de crédit parce que je le fais correctement, donc je bâtis un score de crédit, donc j'ai accès à justement à des prêts à des taux d'intérêt plus bas. Et quand je dis moi, bien sûr, c'est symbolique pour dire que c'est ces gens qui utilisent le crédit correctement. Donc après tout n'est pas à somme nulle. Tout n'est pas à somme nulle. Donc ça, c'est quand même... Enfin, tu vois, non, t'as raison, il y a une création de valeur. Non, mais c'est pour ça que je pense par exemple à l'entrepreneuriat. Après, je suis d'accord avec toi sur si tu vas faire joujou avec des CFD. Oui, c'est sûr que tu fais du trading CFD. Oui, l'argent que tu gagnes, c'est l'argent que les autres perdent. Hein. Ça, c'est sûr, ça, faut pas se le cacher. Mais si tu fais de l'investissement long terme dans des boîtes, si tu crées des entreprises et tout ça, tu crées de la valeur. Un euro de créer ne veut pas dire que tu enlèves 1 euro dans la poche de ton camarade, mais par contre, c'est sûr que le capitalisme fait beaucoup de mal. S'il y a de la valeur qui est créée en face de cet euro, et c'est ça le concept de l'inflation. Ouais, c'est ça le problème, c'est la machine à billets va plus vite que la création de valeur parce qu'on est toujours dans l'anticipation et l'hypercroissance, et c'est pour ça qu'il y a cette dévalorisation de notre monnaie. Si on arrivait à trouver, et même en fait quand tu regardes la Fed, elle a 2 missions. La première mission, c'est de contrôler, si tu veux, l'émission de la monnaie. Donc ça, eux, ils ont un objectif qui est de 2% d'inflation par année. Et la deuxième mission qu'ils ont, c'est de stimuler la croissance. Et en fait, c'est 2 missions qui sont ultra importantes, mais qui sont un peu contradictoires. Parce que si tu veux stimuler la croissance, il faut que tu imprimes de l'argent. Puis si tu veux limiter l'inflation, il faut que tu n'imprimes pas de l'argent. Et en gros, ils ont un seul curseur, et c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt directeurs. Donc, imagine, moi je l'imagine un bureau avec tu vois, un potard au milieu, et ils sont tous là, bon les gars, on fait quoi, on le monte un peu, on le descend un peu, et c'est littéralement ça en fait. Et c'est juste, après on le monte pas, et est-ce qu'on dit qu'on va le monter ? Parce qu'après, il y a vu que le marché, c'est une machine d'anticipation, et puis, attends, tu sais quoi, on va dire qu'on va le monter, mais finalement, on va pas le monter tout de suite, on le montera plus tard. Ça a un impact sur la croissance et sur l'inflation. Donc, c'est une dinguerie, en fait, quand tu penses à ça. Ça tient c'est un système qui est incroyable et en même temps terrible.
Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Bah, c'est pas tout à fait en lien, mais un petit peu quand même. Là, ils partageaient les chiffres Meta et SpaceX. Et en fait, bah, t'as Meta qui est plus rentable que SpaceX, mais qui a perdu de l'argent. Enfin, parce que la vision, elle était pas top, alors que, en effet, Elon Musk a une vision et il est pas dans les chiffres. Hein. Factuellement, il est perdant et pourtant, ça a pumpé. Et comme quoi, les gens achètent plus finalement au-delà des chiffres une vision. Après, c'est peut-être aussi le personnage. Est-ce que si ça avait été comment il s'appelle déjà Mark Zuckerberg. Si c'était lui qui avait eu la vision, et est-ce que ça aurait marché aussi bien qu'avec Elon Musk? Je pense qu'il y a le personnage aussi, Laura. Mais comme quoi, c'est intéressant. En effet, les gens achètent aujourd'hui plus une vision, plus que les faits et la réalité tangible d'aujourd'hui, en fait. Mais parce et que je pense tu vois, là, que je rebondis sur ce que tu dis, parce que ça va reprendre ce que disait Julien sur Morgan Housel et la psychologie de l'argent. C'est que, en fait, notre génération n'a pas la même façon d'investir qu'avant. Elle veut des profits, non pas avec des dividendes, mais avec des titres qui grossissent. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes se disent que Meta, bah, ça a déjà fait son cycle et que bah, il n'y aura pas à grossir plus, en fait. La machine, elle est déjà assez grosse comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup, je pense, d'investisseurs préféreraient plutôt que ça soit des... Alors, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait là, ces derniers temps, mais je pense qu'ils sont dans la même lignée. Au lieu de faire des réinvestissements et de positionner finalement leur cash dans des nouveaux narratifs pour la boîte, il ferait mieux de créer des dividendes. Mais ça, notre génération ne l'entend pas. La nouvelle génération ne l'entend pas. Cette manière de faire de l'argent avec des dividendes. Pas tous, en tout cas. C'est plus l'ancienne génération. Et donc, du coup, t'as des générations en plus qui sont quand même ensemble là sur le marché, qui se battent d'une certaine manière, enfin, qui s'entendent pas forcément. Sur la vision du pricing des différentes sociétés. Et t'as tout à fait raison. Je pense que ça, c'est typiquement notre génération, la génération Z, Y, ont cette envie plutôt d'investir dans des boîtes qui vont faire un x3, x4, x5, x10 dans les 30 prochaines années parce qu'elles ont une vision de ouf et on ne sait pas ce qu'elles vont apporter, mais on sait qu'il y a un vrai multiple à faire. Le risque en vaut peut-être la chandelle. C'est une question de maturité aussi des boîtes, parce que si tu regardes, mettons, l'ère industrielle, ça date, tu vois, de début du XXe siècle. Donc, tu as eu les premières grosses compagnies, tu vois, les pétrolières, les compagnies de trains, tu vois, tout ce qui marchait à l'époque. Après, on a eu les premiers, tu vois, les centres de production, etc. Donc, tu as des boîtes qui aujourd'hui ont 50, 60, 80 ans. Je sais pas, tu prends des exemples comme Coca-Cola, Chevron, c'est Dividend King. Donc, ça veut dire que ça fait 50 ans qu'ils versent des dividendes sans jamais les diminuer. Mais si ça fait 50 ans qu'ils versent des dividendes, c'est parce qu'avant ça, ils avaient déjà atteint une certaine maturité, tu comprends ? Donc là, si tu regardes, nous, on a eu la bulle Internet, les années 2000, toutes ces boîtes un peu Facebook et machin, on est vraiment dans l'ère des startups et c'est des boîtes qui aujourd'hui vont avoir une vingtaine d'années, tu vois, à peu près, pour les plus anciennes, finalement, pour celles qui ont boomé en 2000. Donc, il y en a certaines qui commencent à arriver à une maturité. On voit Apple maintenant qui commence à payer des dividendes parce qu'à un moment donné, ça fait plus sens en fait. Tu as atteint ta croissance, elle arrive à un espèce de plateau et à ce moment-là, ça fait plus sens finalement. Tu vas continuer d'investir, machin, mais il faut que tu payes tes actionnaires et c'est plus intéressant en fait. Oui, mais tu vois, par exemple, elle a préféré faire du rachat de titres plutôt que de faire d'augmenter ses dividendes. D'ailleurs, c'est violent comme chiffre. Ouais, 110 milliards de dollars. Mais en fait, on le voit vraiment, je vais rentrer plus en détail sur cette notion. C'est quand on investit, en fait, il y a plusieurs manières d'investir. On avait donné les différents profils la dernière fois. Et tu as deux approches. Tu as l'approche value et tu as l'approche growth. Et techniquement, sur les 120 dernières années, si tu fais un backtest, l'approche growth est beaucoup plus perdante que l'approche value. Sauf que sur les 20 dernières années, l'approche growth défonce l'approche value. En fait, on a les growth là qui sont statistiquement bien gagnants, mais de gagner chaque année autant comme ça, statistiquement, c'est assez dingue en fait qu'on ait encore une stratégie growth qui est aussi importante. Et ça, je pense que ça vient de la psychologie des investisseurs qui ont fait de l'argent finalement avec des actions en growth et qui du coup restent dans cette narrative de j'ai fait de l'argent comme ça, donc je vais faire de l'argent comme ça encore. Et ce sera peut-être pas forcément le cas dans 20 ans.
Ça, faudra bien en avoir conscience que potentiellement, il y a des actions comme de growth là qui sont peut-être surévaluées en fonction de ce qu'elles produisent réellement à terme. Donc c'était ça hein, vraiment le point, mais je suis d'accord avec ce que tu dis aussi Julien, c'est aussi une histoire de cycle dans ta boîte, c'est pas que juste ça. Mais non, tu as raison, aussi c'est important de regarder qu'est-ce qui plaît à la nouvelle génération. On voit avec les néobanques par exemple, notre façon d'utiliser notre argent est différente, le cash est en train de disparaître, on veut être capable avec le fractionnement, on veut être capable tous de faire de l'immobilier sans avoir des gros apports, des choses comme ça. Donc on voit que l'économie aussi et tout ce qui est fintech aussi, donc l'alliance de la finance et de la technologie, c'est super intéressant, c'est super prometteur parce qu'on voit qu'on a un côté un peu modulable par rapport à leurs clients, hein, tout simplement. C'est nous les clients en fait, faut pas l'oublier. On est les clients de ce système-là. Si je reviens sur notre sujet, juste pour finir sur un point, moi j'avais le chiffre en tête de 10 millions en fait. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, toi, et du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu voulais ? Je vous avais pas donné mon chiffre. Moi, je pense qu'un million, déjà 1 million, symboliquement... ok, donc je vais répondre comme ça. Au début, 1 million, pour ce que Christian a dit, pour l'histoire des plafonds de verre. Je pense qu'effectivement, 1 million, c'est un objectif psychologique. Et quand tu t'es rendu sur cette chiffre, le vrai objectif, en tout cas à titre personnel, pour moi, c'est 10 millions. Et c'est un objectif que j'avais vu, que j'avais lu dans un livre, en fait. Je crois que c'était Le Millionnaire Anonyme ou quelque chose comme ça, le nom du livre. Et en gros, lui, alors c'est un livre qui date un peu, donc peut-être qu'aujourd'hui, ce chiffre, il le verrait un peu plus haut. Mais en gros, il disait que lui connaissait énormément de millionnaires. C'est un écrivain à succès qui avait très très bien réussi en finance. Et il disait qu'en fait, en dessous de 10 millions, en fait, autour de 10 millions, on va dire, t'es riche, t'es libre et t'as pas d'emmerde. En fait, lui, il le disait comme ça. Et il disait si tu veux passer cette barre-là, comme François disait tout à l'heure, le jeu n'est pas le même. Le jeu se complexifie, tu dois avoir faire des investissements qui sont différents, peut-être créer des boîtes, créer des trucs. Et du coup, avec ça vient un lot de problèmes aussi à gérer. Et lui disait, voilà, au-dessus de 10 millions, le taux finalement d'emmerde augmente plus vite que ton taux de richesse. Et donc lui disait, le sweet spot, c'est vraiment 10 millions. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce que ça paraît fou de dire, si j'ai 30 millions par rapport à 10 millions, en vrai, je peux dire fuck you à tout le monde. Est-ce que j'ai vraiment des emmerdes ? Je crois que tu le vois dans la taille des yachts. C'est le cas. Où en fait, si tu as une dizaine de millions, tu vas pas pouvoir te payer un yacht de dingue par rapport à si tu as 100 millions, voire si tu es milliardaire. C'est pas du tout la même cour. Et en fait, je vois le truc exactement de la même manière, tu vois. C'est-à-dire que oui, tu vas pouvoir t'acheter un plus grand yacht, mais en même temps, tu vas vers de plus gros problèmes. Parce que pourquoi en fait tu as un petit yacht si tu n'as que 10 millions ? Mais c'est parce que ça te coûte des frais genre énormes, que t'as des trucs qui sont incompressibles en fait. Et donc si tu voulais le gros bateau comme t'imagines, en fait c'est pas possible. Enfin d'ailleurs moi je veux pas un yacht pour être franc. Donc non, je vois très bien le truc. C'est en effet, je pense que après c'est peut-être encore des barrières limitantes qui sont là, mais je pense que oui, à mon avis t'as un sweet spot. Et puis après, je suis pas convaincu que plus d'argent sur ton compte en banque te fasse plus kiffer que ça. De toute façon, encore une fois, comme je disais, même le premier million, ça se trouve, il va pas te faire kiffer. Si tu fais pas si ça a pas du sens pour toi. Si on revient sur vraiment la notion de confort, de liberté, je me dis, quand on dit millionnaire, en fait, on pense pas avoir 1 million. On pense dépenser 1 million. Souvent, les gens, c'est ça qu'ils disent par million. Donc, je me dis, si tu as 10 millions... et que on dit 10% par année, allez, on s'entend que 10% c'est un peu moins que ça, machin, mais mettons que tu es capable d'aller chercher 10% en étant un peu dans la game et tout, ça fait 1 million quoi. Tu peux dépenser 1 million par année, donc tu es vraiment pour moi millionnaire quand tu as 10 millions. Je le voyais comme ça en fait. Ouais, totalement. Ouais, c'est un bon point. Après, tu vois, je sais même pas, là, à l'heure actuelle, c'est peut-être ça d'ailleurs qu'il faut que je travaille pour avoir 10 millions sur mon compte en banque. C'est que si tu me dis dépense 1 million dans une année, je suis même pas sûr que j'y arriverai. Moi, j'y arriverai. J'y arriverai, en voyage, en truc de malade. Si tu regardes, je suis même pas convaincu, parce que voyager, oui, ok, je vais te faire des trucs, mais je vais pas non plus partir, je suis pas hôtel 5 étoiles.
Je suis plutôt baroudeur à prendre mon sac à dos et à marcher. Ouais, mais mettons, tu arrives, tu prends ton sel. J'ai pensé à ça. Tu scrolles sur Airbnb, puis tu dis, tu t'en fous. Tu regardes même pas le prix, tu dis, ah tiens, ouais, lui, il est fat, je le prends, bam. Ouais, mais je pense que tu n'as pas besoin de 10 millions tu pour veux pouvoir bouffer le faire. où? Tu vois un resto, allez, vas-y, tu me mets là. Tu regardes même pas les prix sur la carte. Tu vois ce côté-là un peu. Non, mais sur je vis Airbnb, vraiment, quoi. Ouais, mais sur Airbnb, t'as pas des prix. Ah bah, non, mais justement, T'as mais pas des prix t'y penses même pas. Non, mais c'est ce que je dis. Sur Airbnb, t'es pas. Ouais, mais t'es pas sur des hôtels 5 étoiles non plus, tu vois. Je t'assure, quand j'étais dans le sud, je voyais, ils devaient louer leur yacht et t'avais des nuits à 5 000. Hein. Ah bah facile. Moi, là, je vais à Vancouver cet été, je regardais, t'as des trucs de bâtard à 2-3 000 la nuit. Donc si tu dis j'y vais 2 semaines et que tu vois, tu calcules tes vacances. Moi, je vais être en mode, j'ai plus besoin de penser. Si je vais aller cette année, pendant 12 mois, je suis en vacances, je suis à New York, je suis dans des villes où ça coûte cher, je peux être sur Airbnb tout le temps et j'y pense même pas. Bah là, ton million, moi, tu vas vite le chercher. j'ai la chance que ça me donne pas plus envie que ça, tu vois. Genre, je serais plus à mettre beaucoup d'argent dans ma maison. Mais je trouve que déjà 1 million dans une maison, tu peux faire énormément de choses. Ah oui, ça ouais. Et donc du coup, en fait, tu le fais une fois et puis après c'est fini, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai pas besoin de 10 millions. J'ai pas besoin de dépenser 1 million par an. À Montréal, là, en ce moment, 1 million, t'as quelque chose, je te dis pas, mais t'as pas une dinguerie à 1 million. Je veux plutôt vivre à la campagne, pas forcément en grande Alors oui, ville. en campagne, là, t'as un truc sympa. Tu vois, genre en France, avec 1 million, tu peux déjà être très très bien, avoir tout ce que tu veux. Ton setup pète sa mère pour les jeux, pour regarder. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Un putain de home cinéma pète sa mère. C'est bon, hein. Je kiffe. Hein. Moi, en vrai, le métaverse, je rentrerai dedans. Hein. Ouais, ça me chaufferait aussi. Je suis un peu dystopique dans ma manière de voir les choses, mais... Et alors, là, je me rends compte qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé, ça faisait pourtant partie du sujet de l'épisode, donc on va finir là-dessus. Allez, 2 questions. La première, ce serait quoi votre plus gros craquage si vous aviez 1 million? Là, mettons, le bull run, ça se passe bien, vous sortez 1 million. Première chose, c'est est-ce que vous vous autoriseriez, j'ai aussi à le dire, un craquage, et ce serait lequel? Et la deuxième chose, c'est du coup, comment vous investiriez votre million pour être tranquille? Ok, bon, je pense que là, le truc qui me vient en tête, ça serait mon projecteur laser iSense, qui coûte pas si cher que ça, 4-5 000 euros, pour faire un bon setup de cinéma sans se prendre trop la tête, parce que pour l'instant, j'ai pas une pièce dédiée à ça. Je pense que ça serait ce que je me permettrais de faire. Peut-être revoir mon setup Apple, peut-être un iMac ou un truc comme ça, tu vois, un petit truc sympa. Mais au final, mes dépenses, elles iraient pas. Peut-être un gros voyage au Japon, tu vois. Je mettrais 10 000 balles sur la table pour partir au Japon. C'est un bon moment pour aller au Japon parce que leur monnaie est vraiment basse en ce moment. Ouais, totalement. Ok. Exact. Alors, comment tu répartirais ton million? Du coup, là, tu as parlé de 5 000 balles. Bon, tu parles d'un voyage, donc mettons. Ouais, voilà, tu vois, genre. Tu mettrais en gros, quoi, je 10 pense 000, que 100 000 un pourcentage de pas plus de 10 à 20 000 dans du plaisir, quoi. Sur mon million, donc 1 à 2%. Ouais, je pense. 1 à 2% de craquage. Ok, parfait. Donc là, il te reste 98%. Après, c'est vrai que peut-être... non, c'est bon. Après, ce que je fais sur le reste, une grosse partie, je le multiplie avec de l'IMO. Je pense une stratégie locative majoritairement. Une autre stratégie plutôt achat-revente. Essayer de multiplier. Parce que c'est là, en fait, où tu peux vraiment multiplier ton patrimoine rapidement. C'est-à-dire que même ça, c'est un conseil assez évident pour quelqu'un qui a pas énormément, qui va aller chercher ses 100 000. Avec 100 000, pour aller chercher le million, le plus simple, plutôt que d'essayer de faire un x10 en crypto, je pense que c'est de faire un x2 avec de l'IMO, ou un x1,5 avec de l'IMO. T'achètes, tu retapes, tu revends. À mon avis, c'est là où tu as le moins grand risque et le plus grand reward que tu peux faire pour augmenter ton capital, surtout si tu n'as pas les connaissances pour le reste. Et donc, ouais, moi, ça serait une grosse partie comme ça, parce que là, en fait, tu peux aller chercher des biens encore plus importants. Tu peux peut-être aller chercher des biens à 200, 300, 400 000 et faire 100, 200 000 de plus-value. Quel pourcentage de ton million? Je pense entre 30 et 40%. Je pense qu'il y aurait 20% qui resterait dans la crypto, parce que je pense que le million sera atteint avec la crypto, pour tout avouer. 10% sur des projets plutôt private equity, des projets à moi que j'ai, où je suis actionnaire.
et où j'ai envie de mettre des billes dedans. Donc entre 10 et 15% sur ces projets. Et puis après, je dirais le reste en bourse avec différents portefeuilles. Un portefeuille plutôt long terme tranquille, un portefeuille plutôt dividende, un portefeuille plutôt stop picking. Voilà, avoir vraiment une diversification en termes de projets et de profils d'investissement. Sachant que la partie bourse ne prendrait pas tant de temps que ça. C'est là où je pense qu'il y aurait quand même majoritairement le plus gros chiffre, puisque si je dis pas de bêtises, il doit me rester 30 à 40% d'investissement en bourse. Ok, parfait. Et toi, Christian? Une vraie question. Tu peux dire copier-coller sur François. Non, bah il y a beaucoup de choses, oui, bien sûr. De toute façon, on est des frères, donc forcément, on a des centres d'intérêt qui se rapprochent. Bon, le craquage, c'est toujours plus facile. Vas-y, on commence par là. Craquage, typiquement, pour moi, il y a plusieurs targets. Pour moi, oui, home cinéma, c'est clair. Ça rejoint mon côté un peu qui m'amène à me plonger dans des univers, dans des choses qui vont m'inspirer, me donner des idées et tout. Je sais pas pourquoi je capote sur tout ce qui est ambilight, qui crée des ambiances un peu lumineuses. Donc voilà, pouvoir avoir une atmosphère, une immersion totale visuelle, auditive avec un setup de son de taré. Donc ça serait hyper inspirant. Comme ça, si je veux même mettre une musique ou un truc comme ça peut se mettre dans différentes pièces, etc. Enfin, un truc bien sympa. Après, j'aimerais bien un voyage où on s'était dit l'Islande tous les trois. Ça serait stylé. Ou voir même avec les parents. Enfin bref, essayer aussi de les rincer, de les remercier. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal en termes de craquage. Et puis après, en termes d'investissement, bah c'est clair, hein, repréparer le prochain bull run. Tant que je gagne, je joue. Donc ça se prépare, et peut-être avec un plus gros capital du coup que j'ai pu avoir pour ce bull run là. Comme ça, chaque bull run c'est un petit peu plus intense, et puis ça m'évite d'avoir à prendre des plus gros risques. Je peux être plus tranquille. Après, François, ce que tu m'avais partagé quand on avait échangé et tout, clairement, je partirais là-dedans. Hein, je pense, on s'était dit une SCI ou un truc comme ça, l'immobilier. Enfin, faudra qu'on se repose, mais ouais, clairement. Je me vois bien faire un... De toute façon, aujourd'hui, ça m'a rassuré dans ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que j'ai encore un peu cette croyance de me dire, par l'expérience que j'ai pu avoir autour de moi, hein, mais que les entrepreneurs, des fois, ils sont pas pris au sérieux par les banques. Ça peut être compliqué quand tu t'es pas capable de prouver que... Donc je me dis, plus tard, est-ce que ça va pas nous bloquer à titre personnel dans nos investissements? Or, si j'arrive là à avoir déjà un bien immobilier, etc., là déjà la banque, je pense qu'elle te voit avec du patrimoine, elle dit ok, il a un appart, il y a une rentrée d'argent, et ça pourrait me faciliter le fait de me dire bah allez, je peux dire adieu au salariat, et l'entreprise, bah après clairement j'aimerais vraiment aussi qu'on mette des billes dans notre projet pour pouvoir après moi j'ai envie d'avoir des investissements qui ont du sens, dans le sens où comme on se l'est dit, c'est-à-dire que ça apporte de la valeur, c'est du gagnant-gagnant, et que ça rejoigne le monde qu'on veut laisser demain, hein, qu'on ait des enfants ou pas. D'ailleurs, là-dedans, j'aimerais bien aussi avoir alors après, c'est difficile, je n'ai pas encore réfléchi au pourcentage, hein, mais investir dans des causes, dans des œuvres caritatives, quelque chose qui fait sens. Il y a deux choses qui me touchent. Peut-être la plus importante, c'est en fait, déjà, le fait d'avoir accompagné des personnes sur leur orientation, il y a quelque chose qui me touche profondément, c'est un talent qui est pas exploité, c'est comme si on avait de l'argent, qu'on était assis sur un coffre-fort, mais que voilà, cet argent il reste là, et c'est dommage en fait, on n'exploite pas tout le potentiel de ce talent-là. Et je pense qu'il y a plein de pays, j'avais vu des films comme ça basés sur des histoires vraies en Afrique, où il y avait des gens mais qui étaient extrêmement intelligents, qui avaient été déjà précurseurs dans des moulins à vent, dans des choses comme ça, mais bon, après quand ils sont vraiment portés par une vision, argent par argent, ils trouvent des solutions et ils ont réussi finalement. Mais je pense que si on pouvait aider des populations, des pays comme ça à avoir accès à de la connaissance, ou faciliter leurs idées à se concrétiser, ça serait génial. Donc ça m'inspire. Et potentiellement aussi les océans, on a des mondes sous-marins qui sont magnifiques, les murs de corail, etc. Et pouvoir, je sais qu'il y a des démarches aujourd'hui qui existent pour dépolluer, pour protéger ces espaces-là, et ça aurait du sens de me dire que dans l'argent que je vais accroître, après c'est de le voir comme un jeu et de me dire que une partie de ça redonne du sens à la vision que je veux. Et du coup, moi je sais que si c'est... De toute façon, on le sait, hein, à un moment donné, amusez-vous à le faire. J'avais fait un jeu une fois quand j'étais vraiment à fond dans tout ce qui était intelligence financière, mais pas que, bien gérer ses comptes à un niveau plus spirituel.
de vous dire, bah, tous les jours, vous gagnez une somme et chaque jour, elle double. Et qu'est-ce que vous faites de cet argent? Parce que clairement, si on sait pas ce qu'on va faire de l'argent, on va pas le gagner, en fait. Il faut un pourquoi, il faut savoir ce qu'on va en faire concrètement. C'était un peu relié à la loi de l'attraction, etc. L'univers, il va pas te donner quelque chose si tu sais pas ce que tu vas en faire, un truc comme ça. Bon, même si on prend du recul par rapport à ça, ça fait réfléchir. Et c'est vrai que, en fait, à un moment donné, quand c'est trop centré sur soi, l'argent, il perd son sens, je pense. Et le fait de pouvoir le partager, je sais qu'il y a deux besoins qui sont fondamentaux, qui sont extrêmement, profondément ancrés dans l'être humain. C'est la croissance. On en a parlé, hein, et je pense que c'est pour ça aussi que peut-être notre économie est reliée là-dedans. C'est-à-dire qu'un être humain, il peut pas s'empêcher, il va toujours évoluer. Il peut pas, c'est dans nos gènes. On a besoin toujours de faire plus, d'aller toujours plus vite, et c'est comme ça qu'on survit d'une certaine façon. Et le besoin de contribution, de savoir qu'on apporte quelque chose qui apporte de la valeur. Et je pense que des gens aujourd'hui qui ont amassé des grosses fortunes, on pense à Warren Buffett, on pense à plein de gens comme ça, et ben ils vont énormément redonner derrière. Pour aider. Alors après, peut-être qu'une partie de cet argent leur revient et c'est peut-être réfléchi et calculé, je sais pas. Mais en tout cas, je crois profondément que, à un moment donné, une fois qu'on a répondu à nos besoins, le besoin qui peut venir nourrir d'autres besoins, c'est répondre aux besoins des autres. Et donc, j'ai envie de réfléchir à un pourcentage de ce capital-là et peut-être pas attendre d'avoir 10 millions pour, et d'ailleurs, je pourrais ne pas attendre d'avoir 1 million pour le faire. Ouais, totalement ce que j'allais dire, hein. Ça m'est déjà arrivé d'en donner comme ça à des sans-abri, mais là, au-delà de ça, parce que peut-être qu'ils vont l'utiliser dans la picole, etc., c'est un peu dommage, de vraiment le faire dans un organisme réfléchi, hein, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi tout et n'importe quoi, être sûr que les fonds soient bien employés, et pourquoi pas private equity, si on sait que, in fine, l'entreprise va apporter de la valeur dans ce qui nous fait du sens, je pense que ça peut être aussi une certaine... Ça relie les deux, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un investissement, parce qu'on va avoir un retour sur investissement, mais en plus il y a cette idée que je contribue au monde de demain tel que je l'imagine. Donc voilà, c'est compliqué, hein. Je pense qu'après je saurai, peut-être mes réponses auront changé quand je l'aurai, mais aujourd'hui c'est ça qui m'inspire à atteindre en tout cas ce palier-là et de me dire c'est un peu comme un jeu en fait d'une certaine façon. Et ben moi, et toi, Julien Je suis curieux. Je pense que pareil que François, je serais sur du 1% à 2% de craquage. Donc, ce qui toi, tu mérites de faire plus de craquage. Ah oui, tu mérites. Alors, par contre, ce que je ferais, mettons, je pense qu'il y aurait un 10% que je sortirais, que j'immobiliserais. Et mettons, il y a un 1 ou 2% que je craquerais et mon craquage, ce serait de l'ordre du voyage. Donc, c'est sûr que ce serait ou faire un grand voyage, tout le monde ensemble, notre famille ensemble, ou des voyages personnels aussi. En tout cas, ce serait vraiment orienté dans du voyage et des opportunités de faire de la photo, parce que j'ai besoin de me rapprocher aussi de cette passion-là que j'ai mis un peu de côté pour focuser sur la crypto et la finance. Et le restant, je le mettrais de côté pour libérer mon cerveau reptilien, être capable de me dire, allez, jusqu'au prochain bull run, je compte c'est tous les 4 ans, mais je compte que le bull run, il arrive, allez, j'ai un 5-6 ans, pépère, que j'ai pas besoin qu'il y ait une seule thune qui rentre et je suis chill. Là, je pense que mon mindset, il va complètement flipper. Je pense que ce serait une belle immobilisation. Alors, je ne les laisserais pas sur un compte courant, mais je les mettrais, tu vois, un truc à la con, avec Trade Republic ou Wealthsimple au Canada, tu peux faire un 4%, puis c'est un compte courant. T'sais. Fait que ça travaillerait. D'ailleurs, tous les lundis, tu reçois tes intérêts, donc c'est quand même cool. Tu vois un peu de l'argent qui rentre parce que ça serait une somme quand même conséquente. Et voilà. Donc ça serait la première chose. Après, pour le reste, je pense que je diviserais peut-être en 4 parties. Je ferais une partie pour essayer l'immobilier. Une partie, ce serait plutôt des actions. Vraiment des actions avec des vraies entreprises, parce que j'ai fait tellement de crypto que je trouve cool aujourd'hui d'investir dans une entreprise où il y a un vrai impact dans la vie. Tu sais, la crypto, on est d'accord qu'on est encore beaucoup sur de la spéculation. Et je pense que ça balancerait mon portefeuille de ne pas être juste dans la spéculation, mais d'avoir aussi des trucs très pragmatiques. Microsoft, c'est une bonne boîte qui génère tant de revenus tous les ans. L'IA, moi, je pense que c'est quelque chose qui va révolutionner notre industrie dans les 5 à 10 prochaines années. Eux se sont bien positionnés sur ce segment. Bon, j'achète du Microsoft, par exemple, tu vois. Donc ça serait plutôt action à dividende ou grosse valeur tech, parce que c'est ce qui me parle. Après, il y aurait un 25% qui retournerait en crypto, donc j'attendrai le bear market pour réinvestir. Et il me restera un 25% où je pense que ce serait plus de l'arbitrage, parce que je sais que j'aime bien prendre des positions et je voudrais pas tenter de le faire sur des grosses sommes.
Je voudrais pas, tu vois, comment dire, autant avec mon petit capital, quand je faisais des allers-retours ou des mauvais coups, bah oui, il y avait des pertes, mais c'était pas conséquent. Alors que si tu le fais sur 250 000 $, tu vois, ta psychologie, à mon avis, elle peut vite partir en vrille. Donc, je veux être beaucoup plus conservateur, même dans mes investissements crypto, tu vois. J'achèterais vraiment des blue chips et je me prendrais pas la tête. Les actions, je serais très conservateur aussi. Mais je sais que je vais avoir besoin d'exprimer aussi cette partie un peu plus lecture du marché, trading, etc. Et à ce moment-là, je pense que j'aurai un 25% donc pour faire du trading, tout simplement. Je mettrai ça sur Interactive Broker, je m'ouvrirai un compte futur et je ferai des positions comme ça de temps en temps. Alors, pas du day trading, hein, mais du swing tranquille, des petites positions comme ça à la semaine. Donc voilà. Ce serait comme ça me permettrait vraiment de balayer déjà plusieurs secteurs, mais aussi plusieurs horizons de temps. J'aime bien cette idée d'avoir quelque chose court terme, moyen terme, long terme. Et je pense que les trois sont importants. Pas juste avoir du long terme parce que tu as l'impression... Ou alors il faudrait que, tu sais, avec notre projet professionnel, si je sens que notre projet professionnel occupe mes semaines au point que je suis comme, ok, c'est cool, je dédie mon temps à ça, ça crée du revenu, ça fonctionne, on grandit, ça pourrait peut-être me suffire. Et à ce moment-là, peut-être que j'aurais plus besoin de faire du trading. Mais si on est sur une occupation de 1 à 2 jours semaine, je pense qu'il va me manquer encore quelque chose. Donc là, le trading pourrait jouer ce rôle-là pour moi. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Je t'invite à peut-être réfléchir, au lieu d'immobiliser ton cash sur un Wealthsimple ou un Trade Republic, c'est d'acheter un petit appart cash. Ouais, peut-être. Parce que moi, j'y avais réfléchi. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. J'ai pensé au tiny aussi. J'y avais réfléchi, en fait, c'est que si tu te positionnes sur un petit appart cash, tu peux potentiellement aller chercher 1000 balles de loyer tous les mois. Et s'il t'appartient, c'est 1000 balles tous les mois qui tombent en automatique. Mais là, ça ferait un peu, mais ça ferait un peu comme ma poche IMO. Fait qu'est-ce que moi je ferais? La différence, c'est que tu payes pas ton crédit. La différence, c'est que c'est vraiment dans ta poche. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Et en plus, tu peux le revendre. Si tu as vraiment un coup dur, si tu as bien fait les choses, tu peux le revendre. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu payes vraiment cash. Tu vois. Au lieu de mettre 100 000 balles sur. Parce que tu vois, tu me dis 10% quasiment, donc ça va faire 100 000 balles. Tu es 100 000 balles sur un Trade Republic, je l'entends, tu vois, je le comprends. Mais tu vois, je mettrais peut-être plutôt un 10 000 balles sur Trade Republic et je mettrais 90 000 balles dans un appart qui, lui, en fait, me rémunérerait peut-être de 900, 800 euros tous les mois. Donc, un petit salaire, on est d'accord, mais où tu serais quasiment pas taxé parce que, bon, imaginons qu'on fait quelque chose avec Trilem, ça serait en société. Donc, t'aurais pas un salaire direct par rapport à ça, on se verserait un salaire par la société, donc ça sera en fonction de ça que ça nous imposerait en termes de revenus. Et donc au final, t'aurais que ce petit salaire qui arriverait de l'IMO, et donc qui serait vraiment pas beaucoup taxé. Ouais. Il serait minime. C'est une bonne idée, mais dans la même idée, j'avais pensé acheter un appart en fait. Ça, c'est un peu comme Morgan Housel, il le disait. Ah oui, ou vivre dans ton appart, tu veux dire. Ça. C'est pas forcément le meilleur move, mais en fait, l'idée de ne plus avoir de payer de loyer, en fait, le 500, 600 ou 800 que moi je paye tous les mois, je ne le paierai plus. Juste, c'est à moi. Non, mais et ça, je trouve qu'en termes de sentiment de liberté, c'est quand même stylé. Moi, je pense que ça, c'est la chose que je ferais entre les 1 et 10 millions parce que forcément, je pense que mon appart va me coûter plus cher que 100 000 ou 200 000. Mais voilà, après 100 000, c'est dur. Trouver un appart, en tout cas à Montréal, c'est chaud. Je pourrais pas, ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Je pense que, à mon avis, il me faut au moins 500 000, donc ça voudrait dire que je paierais 50%. Et je prendrais pas 50% pour ça. Et je prendrais pas 50% pour ça. Ça va relay. Après, je pense que ça peut être très, très malin pour certaines personnes qui, au final, le million, ça leur suffit, et puis qu'ils ont peut-être pas besoin de payer un appart à 500 000 pour être heureux dans leur vie. Hein, tu vois, peut-être que 200 000, ça leur suffit largement. Ils ont un petit 50 mètres carrés sur Lyon, potentiellement, ou pas très loin de Lyon. Tu sais, dans une ville quand même qui est enfin, je pense à Lyon parce que j'habite à Lyon, mais c'est sûr que tu habites à Paris, ça devient plus compliqué là. Si tu habites à la campagne, c'est totalement jouable. Ouais. Donc, ouais. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est... En effet, c'était un des trucs que j'ai pas dit dans un épisode. On a oublié en cours de route. C'était exactement ça. C'était à la fin C'était pour la psychologie de l'argent, je crois. Moi, ça, c'est un des points quand même qui me semble très pertinent. C'est d'acheter sa résidence principale un jour. Cash. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir me permettre de faire. Ça, c'est pour le trip. Pour le trip et puis vraiment pour ce côté, où en fait... Je prendrais quand même un rendez-vous à la banque et je lui dirais non, mais j'ai pas besoin de toi. Je partirais à la ZEB. À la ZEB.
Parfait, je pense qu'on va finir là-dessus parce que ça fait déjà une bonne heure qu'on enregistre. Merci à vous si vous êtes toujours là. Alors, je vous invite à liker cette vidéo et puis à nous laisser vos commentaires parce que on est curieux de savoir aussi ce que vous en pensez. Est-ce que 1 million, c'est suffisant selon vous? Qu'est-ce que vous feriez avec? Voilà, tout simplement, partagez-nous votre expérience là-dessus et vos avis. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouais, je sais pas trop de quoi on va parler, mais ça risque de toucher à la finance, l'entrepreneuriat ou la psychologie d'une façon ou d'une autre. Yes. À bientôt. À bientôt. Bisous. Allez, Bye. salut tout le monde. Merci beaucoup.